Je vais d'emblée enchaîner puisque maintenant, vous savez qui je suis. Donc, je suis cardiologue et je m'occupe des malformations cardiaques de l'adulte et je me suis depuis plusieurs années intéressée à la grossesse et rapprochée d'une équipe obstétricale qui aussi travaille beaucoup sur la thématique maman cardiaque. Et en fait, on est sensibilisé sur le sujet parce qu'on sait, dans les pays développés, en particulier ceux qui nous ont le premier alerté, c'était les Anglais, parce qu'ils référencent la mortalité maternelle pour pouvoir améliorer la prise en charge et diminuer cette complication qui est quand même quelque chose d'assez dramatique. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, la maladie cardiaque ou la pathologie cardiovasculaire était l'une des premières causes indirectes de décès chez eux. Et nous, quand on regarde, on a le même type de registre qui s'actualise régulièrement, qui est dirigé par une équipe INSERM très active sur le décès maternel. On se rend compte aussi qu'il y a pas mal de causes cardiaques et vasculaires, comme l'AVC, directement la pathologie cardiaque, ou même des fois les embolies ou les hémorragies qui peuvent être liées au traitement de la maman, qui peuvent entraîner cette complication. C'est pas la mortalité n'est pas très haute, heureusement, mais quand même, elle nous concerne et nous, on cherche en tant que soignants toujours à s'améliorer. Donc, on a d'autres registres qui nous ont aidés et l'un des registres qui nous aide le plus, c'est le registre qui a fédéré plein de pays autour du monde où on nous a demandé de recueillir les données des mamans cardiaques. Donc, c'était des mamans qui étaient soit connues avec une pathologie cardiaque, soit qui avaient une pathologie cardiaque diagnostiquée au cours de la grossesse. Et dans cette cohorte qui inclut presque maintenant 6000 patientes, on a plus de la moitié qui sont des malformations cardiaques. Donc, c'est vraiment la première cardiopathie associée à une grossesse. Et on s'est rendu compte que même si ce n'est pas heureusement des chiffres très élevés et que dedans, il faut noter aussi qu'il y a des pays en voie de développement, mais cela aussi compte, eh bien, la mortalité est un petit peu plus élevée avec surtout une première cause de complications au cours de la grossesse qui est l'insuffisance cardiaque et l'arythmie, et sans surprise avec un retentissement sur le devenir du bébé, donc son poids, son âge, enfin son terme à la naissance, donc la problématique de prématurité. Et donc, du coup, derrière, quand on a de la morbidité infantile, eh bien, il y a forcément un peu plus de mortalité néonatale. Donc, on est très concerné par tout ça et on essaie d'améliorer notre prise en charge. C'est passé par des recommandations internationales qui on voit, parce que ce registre existe depuis 10 ans et on s'est rendu compte que les événements baissent parce qu'on diagnostique mieux les mamans, on les informe plus, on les traite avant qu'elles soient enceintes. Donc, tout ça, c'est des éléments très positifs et on vient de très loin parce que moi, quand j'étais interne, il y avait des mamans qui n'avaient pas le droit d'être enceintes et ces mamans ont quand même été enceintes et elles nous ont appris de leur grossesse et comment on peut les accompagner ou quand vraiment c'est trop risqué, les prévenir. Donc, voilà, on progresse toujours. Ça, c'est le premier message positif. Sinon, pour comprendre un petit peu ce qui se passe pendant la grossesse, donc, ce que j'explique chaque fois aux patientes qui veulent être enceintes, d'abord, notre volume sanguin est multiplié par 2 pour permettre de perfuser le bébé. Et ça passe par plusieurs stratégies. D'abord, l'augmentation de la fréquence cardiaque, c'est très tôt au début de la grossesse. Alors ça, c'est des petites courbes qui expliquent ce qui change au cours de la grossesse. Mais d'emblée, notre fréquence cardiaque, elle s'accélère avec un pic au cours du 3e trimestre. Donc, les patientes qui ont un risque de faire des palpitations, ce qu'on appelle les arythmies, c'est le rythme qui s'emballe, eh bien, ça peut être un petit peu plus à risque pendant la grossesse. On sait qu'on va être sensible à ça et surtout au cours du 3e trimestre, 2e, 3e trimestre. Et la deuxième chose qui permet d'augmenter le débit, donc il y a la fréquence cardiaque. La deuxième chose, c'est le volume. Donc, on se rend tout compte qu'on est gonflé, on a des œdèmes et tout, mais ça, c'est normal. C'est parce que notre volume sanguin augmente pour perfuser le bébé, sauf que ça implique que notre cœur soit en capacité de pomper ce surplus de volume. Et ce volume augmente beaucoup, beaucoup tout au long de la grossesse avec un pic le 3e trimestre et un petit rebond une fois qu'on a accouché. Et en fait, ce pic-là, au 3e trimestre, va être très sensible pour les patientes qui ont un cœur un peu fatigué, qui ne pompent peut-être pas aussi bien
qu'un cœur normal et qui peut être un petit peu en ce qu'on appelle en décompensation cardiaque ou insuffisance cardiaque, avec tous les signes qu'on connaît de l'insuffisance cardiaque, c'est surtout l'essoufflement, les œdèmes, la fatigue, mais qui est une fatigue anormale par rapport à une grossesse normale. Parce qu'une grossesse normale, on a des œdèmes, on est fatigué. Donc, le cardiologue qui a l'habitude de suivre des mamans cardiaques enceintes arrive à faire la distinction entre les symptômes normaux d'une grossesse et ceux qui ne sont pas normaux, qui sont plus forts qu'une grossesse sur un cœur sain et qui doivent faire alerter qu'il y a peut-être un petit peu de difficultés de tolérance cardiaque et qu'il faut vraiment se rapprocher de l'équipe obstétrique pour accompagner cette maman et son bébé pour que les deux soient en pleine santé jusqu'à l'accouchement. Donc, les autres modifications, c'est qu'on sait que la grossesse, c'est un facteur où on a plus le risque de fabriquer des caillots et donc on peut faire des phlébites, même sans maladie cardiaque. On peut faire des embolies pulmonaires. Moi, quand j'étais pas médecin, j'avais déjà entendu des histoires de ce type. Et ça dure pendant la grossesse, mais aussi après la grossesse. C'est-à-dire les 6 semaines qui suivent la grossesse, c'est les semaines qu'on appelle le postpartum. Ça dure 6 semaines après l'accouchement. On a ce risque qui est encore plus élevé qu'avant la grossesse. Donc, on est très, très vigilant pour les patientes qui ont ce risque de caillot. Généralement, elles le savent. Elles ont des anticoagulants très souvent. Et on adapte notre stratégie préventive, soit avec des choses simples comme les bas de contention, c'est des moyens pour prévenir les phlébites, et quand vraiment on pense que le risque est grave, et on a vraiment des références pour dire cette patiente elle est à haut risque ou très haut risque, on a des protocoles et on met des stratégies médicamenteuses en place, souvent avec des anticoagulants. On a aussi des modifications métaboliques qui concernent toutes les patientes et pas plus celles qui ont des cardiopathies congénitales. C'est le risque d'avoir du diabète gestationnel qui impacte surtout le bébé. Mais quand la maman est déjà diabétique avant la grossesse, c'est un peu plus compliqué et là, on travaille beaucoup avec le diabétologue. Et puis, les traitements, souvent, les patientes une grosse partie des patientes cardiaques ont des traitements avant la grossesse. Je vais en parler un peu plus tard, mais aussi pendant la grossesse. Et on sait que les doses de médicaments, souvent, on est obligé de les augmenter parce que du fait qu'on ce qu'on appelle la volémie, on a plus de volume sur lequel le médicament doit se répartir. Eh bien, on doit augmenter les doses pour être efficace. Donc, le message positif, je l'ai dit, la médecine avance, donc ça c'est un message positif, mais le deuxième, c'est que quand même le risque de complications, si on prend toutes les mamans qui ont une cardiopathie congénitale, il est très faible. Et donc, on a de très bons résultats et on arrive à accompagner la plupart des patientes dans ce projet. Et donc, il y a quand même une petite proportion de patientes qui ont des risques cardiovasculaires qu'on sait aussi gérer, mais il faut qu'elles soient éduquées sur ce risque, elles en aient conscience, et puis que si elles sont éduquées, ça va aussi nous aider dans leur prise en charge, parce que l'éducation, c'est primordial pour les patients. Et ça peut être surtout, donc, comme je vous ai dit, les palpitations, les troubles du rythme, l'insuffisance cardiaque et les embolies. Surtout, nous, ce qui concerne pour les patientes cardiaques, c'est le risque d'accident vasculaire cérébral. Et puis, dans très rares cas, et ça, généralement, on essaie de plus en plus de sensibiliser les cardiopédiatres et les jeunes patientes quand elles arrivent à l'âge adulte sur un risque très sévère de grossesse et un risque de décès. À ce moment-là, on déconseille. Là, j'ai écrit contre-indiqué, c'est un peu fort comme mot, on déconseille parce que l'idée, c'est d'informer la patiente et qu'elle fasse ses choix, mais de l'informer de façon très objective. Il y a aussi un risque fœtal qui doit, et du coup, pour le bébé, qui doit sensibiliser la maman. C'est le risque d'avoir un bébé qui ne soit pas suffisamment perfusé, donc un petit bébé. Il ne va pas forcément avoir un retard mental parce qu'il est moins bien perfusé, c'est surtout qu'il est moins gros et généralement, ce défaut de poids est rattrapé assez vite dans les premiers mois après la naissance. Et puis, il y a beaucoup plus de prématurité. Donc, la prématurité, ça a un impact sur le développement du nouveau-né. Donc, ça, il faut en tenir compte et souvent, on minimise un peu cette problématique, surtout nos cardiologues, parce que moi, personnellement, je ne suis pas nouveau-né. Donc, je pense que c'est important des fois d'aller avec l'autre équipe, l'équipe obstétricale, discuter avec les parents de ce risque-là pour qu'ils soient sensibilisés sur ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils sont prêts à accepter. Et puis, il y a des facteurs génétiques. Donc, il y a certains syndromes. Donc, il y a tout le médecin cardiologue spécialiste doit dire à la patiente et l'obstétricien, c'est bien de rencontrer les généticiens et d'avoir un conseil génétique, voire des diagnostics anténataux selon le cas.
Et enfin, un facteur pharmacologique, parce que certaines patientes ont des traitements qui peuvent interagir sur le bébé. Il y a beaucoup de patientes, par exemple, qui ont des bêta-bloquants qui font que le bébé peut être un peu plus petit. Donc, ce n'est pas forcément que ça entraîne des malformations. Mais tout ça, on en tient compte avant et pendant la grossesse. Il y a un risque, bien sûr, de récurrence qui est faible et qui dépend du fait que ce soit, alors, c'est dommage, il n'y a pas de papa ici, mais même le papa est concerné, que ce soit le papa ou la maman qui a la malformation cardiaque, le risque de récurrence est un petit peu plus élevé, c'est-à-dire de transmettre une cardiopathie congénitale qui n'est pas forcément la même que le parent auprès du bébé. Et donc, il est un peu plus fort quand c'est la maman qui a une cardiopathie congénitale, plus faible quand c'est le papa, mais il existe quand même. Et en moyenne, c'est entre 4 et 5 %, mais c'est des fois plus faible pour certaines cardiopathies et plus fort pour d'autres cardiopathies congénitales. Donc, c'est important de bien discuter avec les parents tout ça. Et de toute manière, il y a un dépistage systématique qui est fait au cours du 2e trimestre par des cardiopédiatres qui ont l'habitude de faire ce type de diagnostic. Et du coup, s'il y a un diagnostic anténatal, d'accompagner les parents dans cette autre problématique que je pense que vous abordez aussi avec Petit Cœur de Beurre. Et puis, il y a tous les problèmes de syndrome. Donc, on a des syndromes qui ont des atteintes pas uniquement cardiaques et qui sont transmissibles une fois sur 2. Par exemple, le syndrome de Dijorge, de Noonan, la Gilles, c'est plein de syndromes qui sont associés à des malformations cardiaques. Et là, les parents sont informés de ce risque et il y a des décisions qui sont faites selon le choix des parents. Et l'important, c'est que les parents aient bien compris ce qui va se passer. Le risque avec les médicaments, nous, on le voit beaucoup avant la grossesse. Donc, généralement, on demande aux parents, aux mamans, d'arrêter les médicaments qui peuvent entraîner une malformation du bébé. C'est ce qu'on appelle la tératogénicité. Et on réévalue la maman sans ce médicament. Ou on peut aussi, si le médicament est tératogène, le changer pour un autre médicament qui n'aura peut-être pas la même efficacité. Mais tout ça s'anticipe et on peut le faire aussi au cours de la grossesse, sachant que le risque de malformation induite par les médicaments sur le bébé arrive surtout au 1er trimestre. C'est pour ça que la planification de la grossesse est capitale. Ça arrive, c'est au moment où les organes se forment, ce qu'on appelle l'organogénèse. Donc, l'importance, c'est d'en parler, parler du désir de grossesse et des médicaments. Et puis, sinon, en parler très tôt quand on est enceinte et ne jamais arrêter son traitement sans en avoir parlé avant au cardiologue, parce que ça peut entraîner des conséquences gravissimes. On a des patientes qui ont des antivitamines K qui peuvent être tératogènes au 1er trimestre. Et si elles les arrêtent, elles peuvent faire des gros caillots qui peuvent engendrer des problèmes pour leur vie à elles. Donc, il faut toujours demander au cardiologue son avis sur tel ou tel traitement, même si des fois, on a l'impression d'avoir bien expliqué. Moi, ça m'est arrivé de bien avoir expliqué aux patients, mais les patients gardent une inquiétude et donc il faut, nous, en tant que médecins, qu'on prenne bien le temps d'expliquer le risque qu'il y a, qu'on maîtrise et quand on ne le maîtrise pas aussi, pour voir quelle stratégie on peut adopter avec la patiente et aussi des fois avec d'autres confrères, ce qu'on appelle le multidisciplinaire. Vraiment, les prises en charge, elles sont toujours en équipe. Donc ensuite, on arrive à stratifier le risque pour la maman très tôt, soit avant la grossesse, ce qui est bien pour projeter les parents, sinon au début de la grossesse, et informer la patiente du risque. Et on a quand même une petite liste de patients pour lesquels le risque de grossesse est très élevé, c'est-à-dire que ça va jusqu'à 10-20% de mortalité de la maman pendant la grossesse, voire dans les 6 mois qui suivent la grossesse. Donc, nous, on considère en tant que soignants que c'est beaucoup. Après, encore une fois, donc on va déconseiller la grossesse, mais encore une fois, quand les parents sont bien informés, ils font leur choix. Et c'est des choix personnels. Donc, les principales contre-indications, c'est les mamans qui ont de l'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une maladie assez grave que généralement nécessite beaucoup de traitements et des suivis en centre expert. Les patientes qui ont un cœur trop fatigué, qui fonctionnent mal, qui les essoufflent beaucoup même avant la grossesse. Les patientes qui ont des valves qui sont très rétrécies dans le cœur et qui n'ont pas été traitées, et surtout quand elles donnent des symptômes. Et les dames aussi qui ont le gros vaisseau qui sort du cœur qui s'appelle l'aorte, qui des fois est très grosse et dans des formes, dans les cas extrêmes, elle peut se rompre. Et la grossesse, du fait de l'excès de travail, peut entraîner cette complication qui est sérieuse. Il faut agir, il faut opérer assez rapidement. Donc, ces patientes, on les connaît généralement et donc on les informe avant ce projet de grossesse. Et dans certains cas, on peut même faire une intervention pour pouvoir
diminuer le risque pendant la grossesse. Et puis, donc, chaque fois, il faut en parler au cardiologue pour estimer ce risque. On va vous faire, avant la grossesse, un bilan. On peut même des fois en faire un petit peu au début du premier trimestre si certains bilans sont nécessaires, comme l'épreuve d'effort. On peut faire des épreuves d'effort pendant la grossesse. On fait surtout des échographies pour voir la fonction du cœur. Et quand c'est avant la grossesse et qu'il n'y a pas de contre-indication, on fait souvent des IRM du cœur parce que l'IRM, c'est un peu l'examen de référence quand il n'y a pas d'examen de contre-indication, d'évaluation des malformations cardiaques. Et donc, l'idée, c'est de chercher les lésions, de les traiter pour améliorer l'état cardiaque de la patiente pour que la grossesse se passe avec le moins de risques possible pour elle et son enfant. C'est toujours une prise en charge multidisciplinaire, donc on va discuter avec le cardiologue, mais on va faire rencontrer l'équipe d'obstétrique et on va, avec la patiente, lui donner un plan de soins pendant la grossesse, combien de fois on va la voir en fonction de sa cardiopathie. Au minimum, les cardiopathies très simples, donc pour nous, les très simples, c'est des communications interauriculaires réparées. On les voit 1 à 2 fois pendant la grossesse. Mais les autres qui sont un peu plus compliquées, comme les tétralogies de Fallot, par exemple, on va les voir au moins 4 fois pendant la grossesse. Et ça, c'est vraiment du sur-mesure parce que toutes les patientes et toutes les cardiopathies et tous les cas ne se ressemblent pas. On va discuter en équipe du moment optimal pour l'accouchement. On essaie le plus possible que ce soit 39 semaines. C'est les recommandations. Ça permet d'avoir un bébé en pleine forme et une maman pas trop aggravée par la grossesse. Mais si on a un doute, ça sera plus tôt. On va décider de là où on va faire accoucher la patiente. Souvent, on a besoin d'un environnement cardiologique. Alors moi, par exemple, à Pompidou, il n'y a pas de maternité. Donc, ce ne sera jamais à Pompidou. Et je travaille aussi avec Necker où il n'y a pas de cardiologie adulte. Donc, c'est toujours très compliqué de faire accoucher ces patientes à Necker. Et sinon, pour Paris, on travaille avec la Pitié-Salpêtrière parce qu'il y a un environnement cardiologique. Il y a aussi un environnement chirurgical cardiaque et réanimatoire cardiaque. C'est vraiment dans les rares cas où ça se passe très mal, mais il faut qu'on mette le parachute, les bretelles et la ceinture. Le mode d'accouchement, contrairement à ce qu'on pense, c'est le plus souvent une voix basse. Les indications de césarienne sont très, très délimitées. Et donc, c'est discuté en réunion et on en parle aussi avec la patiente. Les indications sont le plus souvent obstétricales, les césariennes. Mais il y a de rares cas, vraiment rares cas cardiologiques. Et donc, ce n'est pas la cardiopathie qui va indiquer la césarienne. On va discuter de où on va faire la surveillance après accouchement. Est-ce que c'est dans une unité mère-enfant classique ou est-ce qu'il va falloir séparer la maman du bébé pour la mettre un peu en soins intensifs? Donc, c'est des choses en fonction de la gravité du cas qu'on va discuter. Et comment on va surveiller le bébé? Donc, autour de la table, il y a toujours des néonatologues. S'il est petit, s'il a reçu des médicaments, est-ce qu'il va un petit peu en néonatologie? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir aussi sur la structure où on va faire accoucher la maman, une unité de néonatologie avec des néonatologues qui savent prendre en charge les bébés qui ont des complications à la naissance, de la prématurité ou des problèmes respiratoires. Et puis enfin, quand on a... Non, donc l'idée, c'est de planifier sa grossesse, on augmente ses chances que ça se passe bien, et aussi derrière de ne pas retomber enceinte au retour de couche sans avoir anticipé quoi que ce soit, surtout si la précédente grossesse a été compliquée. Donc, il faudra parler de contraception. Et donc, la contraception, généralement, il y a des contraceptifs types qu'on donne après l'accouchement. C'est surtout pour éviter le risque de caillots, parce que certains contraceptifs augmentent le risque de formation de caillots. Mais passé ce délai, il faudra rediscuter avec votre gynécologue et votre cardiologue de la contraception qui est la plus appropriée pour vous, parce qu'on a chacun des choix, des styles de vie, et aussi celle qui a le moins de risque pour votre cardiopathie. Et on va surtout voir le risque vis-à-vis des caillots et aussi du risque infectieux quand on met par exemple des stérilés ça donne des petites malaises vagos quand on les installe qui peuvent être des fois mal tolérés chez certaines patientes avec certaines cardiopathies. Donc tout ça, ça doit être discuté en fonction de l'importance d'avoir une protection. Si on a un risque important d'avoir des complications pendant la grossesse, il vaut mieux avoir une contraception très efficace et pas par exemple que le préservatif qui est moins efficace. Et si on a un risque de caillots, il est préférable d'avoir des contraceptions qui n'ont pas d'œstrogène. Donc tout ça, ça se discute avec la patiente parce que des patientes
vont avoir certaines contraceptions qui vont entraîner des effets indésirables qui font qu'elles auront envie de l'arrêter. Par exemple, celles qui ont que des progestatifs ont des fois des petits saignements, ce qu'on appelle les spotting entre les règles, ce qui est assez insupportable en tant que femme. Et donc, il faut ajuster avec l'obstétricien et c'est important que le cardiologue, enfin, que vous en parliez à votre cardiologue et généralement, les obstétriciens, les gynécologues demandent l'avis du cardiologue avant de prescrire une contraception. Que beaucoup d'entre nous pouvaient se poser autour de la table ou autour de l'écran aujourd'hui. Il y a eu deux questions sur le chat. Alors, il y a une question qui était un petit peu plus personnelle. Quand dois-je faire l'écho du bébé? On y a répondu, hein, c'est durant le 2e trimestre. Et posez la question à votre cardiologue qui vous dira où le faire. Et puis, est-ce qu'il est possible de continuer à travailler? Ça, je pense, Magali. Oui. Alors oui, tant que la patiente, il est conseillé de travailler, mais c'est vraiment aussi tant que la patiente tolère. C'est-à-dire que quand on trouve qu'il y a des petits signes d'intolérance cardiologique, eh bien, on prescrit un arrêt de travail pour grossesse pathologique dès que c'est nécessaire. C'est vraiment au cas par cas. Merci beaucoup. Et il était aussi, on posait une question sur les ventricules uniques. Est-ce que la famille des ventricules uniques, est-ce que les grossesses sont contre-indiquées sur cette famille de cardiopathie? Ça me fait plaisir cette question parce que c'est justement la question que je me suis posée quand j'ai fini mon internat, parce que c'est la fameuse grossesse où dans le milieu cardiopédiatrique, on disait non, il faut interdire les grossesses. Sauf qu'il y a des patients qui ont quand même eu des grossesses et qui se sont bien passées. Donc, j'ai fait un travail de recherche aussi sur tout le réseau M3C français avec tous mes collègues. Et on a des patientes qui ont eu, enfin, on sait que les patientes qui ont des ventricules uniques, alors c'est des ventricules uniques qui ont été opérés, c'est-à-dire qu'ils ont des dérivations cavo-pulmonaires, c'est compliqué, mais ou Fontan. Et on sait que ces patientes, quand elles n'ont pas de cyanose, quand elles n'ont pas fait d'arythmie, quand elles vont bien, quand on nous dit c'est des bonnes formes de ventricules uniques, eh bien les grossesses sont très surveillées. On les surveille tous les mois. Souvent elles ont des AVK, on arrête les AVK, donc les anticoagulants, pour les remplacer par des piqûres à faire pendant toute la grossesse. Et on les surveille, nous, comme les obstétriciens, et aussi le développement du bébé. Et ces grossesses sont possibles. L'information aussi importante dans cette cardiopathie, c'est qu'on a fait même un registre international où il y avait 200 mamans avec un ventricule unique et une dérivation cavo-pulmonaire totale qui ont eu des grossesses. On sait qu'il n'y a pas de mortalité parce que sûrement aussi, ces patientes sont très suivies généralement dans des centres spécialisés. Et les complications, c'est quand même, il y avait quelques complications de caillots, enfin les embolies, les thromboses, donc c'est pour ça qu'il faut bien être anticoagulé. Il y a quelques complications aussi hémorragiques, donc il faut vraiment qu'on surveille avec les doses d'anticoagulants et avec les obstétriciens. Et il y a aussi beaucoup de fausses couches. Donc, c'est dur d'être enceinte et pas mal de prématurité, mais pas de la prématurité très sévère, à l'exception de quelques patientes. Donc, c'est des grossesses qui sont possibles, qui sont très surveillées et qui nécessitent justement cette collaboration centre expert et obstétricien et néonatologue par des gens qui ont déjà suivi ces grossesses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on met en place maintenant avec Cardiogène ce qu'on appelle le RCP, c'est les réunions multidisciplinaires sur le pays, sur la nation, pour qu'on puisse partager nos protocoles et que les gens fassent la même chose pour toutes les patientes qui ont un souhait de grossesse en France avec un ventricule unique. On va continuer avec une intervention de Amélie. Voilà, on y est. Super. Donc bonjour, moi c'est Amélie. Donc, je suis une adulte concernée par les cardiopathies congénitales. Je suis née avec une transposition des gros vaisseaux j'ai été opérée à 5 jours et j'ai subi une deuxième opération à l'âge de 6 ans pour une plastie de l'artère pulmonaire et une dernière intervention où on m'a posé un stent dans l'artère pulmonaire gauche à l'âge de 20 ans. Donc voilà, je viens aujourd'hui pour discuter de mon témoignage de projet de ma grossesse, parce que du coup j'ai 33 ans, je suis maman d'une petite fille d'1 an et demi,
et je suis de nouveau enceinte de 5 mois. Donc voilà, j'ai plutôt un témoignage assez encourageant. Donc en fait, moi, dans mon parcours, quand mon conjoint et moi, on a décidé on avait comme projet de faire un enfant. Du coup, je me suis orientée vers ma cardiologue, avec qui j'ai un très bon feeling. Et en fait, c'est même elle en fait, qui d'elle-même m'a demandé, parce que souvent, comme je suis partie en expatriation il y a quelques années, en fait, dans mes rendez-vous de suivi annuel, mon conjoint venait avec moi. Et donc, du coup, ma cardiologue, qui est le docteur Pontenot, m'avait demandé si on avait un projet de grossesse. Et elle nous avait un petit peu expliqué quelles étaient les étapes à suivre. Donc, du coup, ça nous a permis de savoir à quoi s'attendre pour pouvoir prendre une décision, pour qu'on ait ma décision personnelle, puisque du coup, c'est de savoir est-ce que je le sens déjà physiquement et est-ce que je le sens au point de vue personnel, au niveau du bébé, au niveau de ce qui va se passer dans mon corps, au niveau des enjeux qui peuvent venir. Donc, je l'ai partagé avec cette décision avec mon conjoint. Et donc, du coup, on a décidé de lancer ce projet. En amont, la cardiologue m'avait dit qu'il était important, et avec toutes les cardiopathies congénitales, et même pour les mamans en général, que c'était important de préparer son corps et son cœur, et que du coup, d'avoir une activité sportive régulière, c'était vraiment une bonne indication pour pouvoir préparer et être en bonne condition physique. Donc moi, en plus, j'étais justement en train de m'entraîner pour la course des héros 2019, que j'ai complètement raté parce qu'il s'avère que j'étais enceinte. Donc, du coup, je n'ai pas réussi à courir. Et je l'ai su après qu'en fait, avec la grossesse, je pense que c'était peut-être un petit peu lié entre la grossesse, le stress. Bref, mais en tout cas, tout ça pour dire que je m'étais vraiment fixée comme objectif en me disant, de toute façon, et puis c'est même valable pour toutes les mamans en général, mais que d'être dans une bonne condition physique, ça pouvait être que bénéfique. Donc en amont, bien évidemment, j'avais fait les examens médicaux comme l'a expliqué très bien le docteur Latousseur tout à l'heure, avec l'IRM, l'écho, machin, et mon avis était favorable. Donc du coup, on a pu lancer ce projet de grossesse, et ma cardiologue m'avait donné du coup le suivi cardio qui allait venir, et du coup les dates clés à respecter. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc du coup, dès que je suis tombée enceinte, j'ai averti du coup ma cardiologue pour fixer le premier rendez-vous à peu près à la fin du troisième mois. Et elle m'a accompagnée pour prendre contact avec l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Du coup, on passe un petit peu par une voie privilégiée, où on a une place assurée grâce au groupement entre l'hôpital Georges Pompidou et la Pitié-Salpêtrière. Donc, après, on y fait du coup là-bas le suivi obstétrique mensuel. Donc, je crois que le premier rendez-vous, c'est en général ou à la fin du troisième mois ou le début du quatrième. Et ensuite, c'est un rendez-vous par mois. On peut y faire toutes les échographies, on peut visiter la maternité, enfin, tout comme dans une maternité classique. Après, il faut savoir en tant que future maman, c'est très médical. Moi, j'ai trouvé que c'était très médical. Le professeur qui m'avait suivi pour ma première grossesse, c'était vraiment est-ce que ça va? Si ça va, c'est bon. Enfin, c'est vraiment médical, quoi. C'est-à-dire que si jamais vous sentez le besoin pour votre première grossesse de discuter de la grossesse en elle-même en règle générale, il vaut mieux peut-être prendre Après, tous les obstétriciens sont différents, mais moi, à la Pitié-Salpêtrière, le professeur que j'ai eu, qui m'a suivi, c'était si tu vas bien, je vais bien, tout va bien, on peut passer au rendez-vous du mois prochain. Donc, en fait, si jamais j'avais voulu avoir plus de questions, j'aurais pu prendre en fait un suivi avec une sage-femme, par exemple, pour avoir vraiment des questions en fait générales. Mais ça, c'est pareil, hein, je pense que tout gynécologue obstétricien ne va peut-être pas vous écouter pendant une demi-heure, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des sages-femmes qui sont disponibles pour les futures mamans. Et donc, moi, j'avais pris le choix de
de faire mes visites à la Pitié-Salpêtrière. Il ne vous donne aucune obligation de le faire à la Pitié ou vous pouvez très bien le faire en ville. Mais en fait, je ne sais pas, ça nous semblait plus simple avec mon conjoint de tout faire au même endroit pour qu'on n'ait pas à se balader avec les papiers. Au moins, on est sûr. J'étais sûre aussi de ne pas perdre des papiers en cours de route, puisque bien évidemment, ils veulent avoir tout le suivi pour jusqu'à la fin et tous les examens médicaux. En parallèle, il y avait aussi donc, du coup, j'ai vu ma cardiologue, comme le disait tout à l'heure le docteur La Douceur. Moi, j'ai eu 4 rendez-vous, en effet. Un à la fin du 5e, un à la fin du 3e mois, un au 5e mois. Et ensuite, c'est à peu près 7e, 8e et 9e mois. Et 9e mois, j'ai même pas eu le temps d'avoir mon suivi, du coup. Et donc, après, enfin, voilà, moi, j'avais un avis favorable et ça se passait bien. Après, c'est sûr que le docteur Fontenot, à chaque fois, que ce soit à la fin du 3e mois ou même au 5e mois, elle ne peut pas m'assurer dans le sens où chaque grossesse est différente, chaque cardiopathie est différente et que du coup, c'était vraiment l'avancée de la grossesse qui allait lui dire est-ce qu'on va adapter un traitement ou pas. Il y a, enfin, elle ne me disait pas je ne sais pas, mais elle me disait je ne peux pas garantir que ça va être bien jusqu'à la fin. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce suivi assez continu. Et donc, du coup, les 2 conseils qu'elle m'avait donnés, c'était d'une part de s'écouter et d'autre part, en effet, essayer de maintenir sa condition physique parce que c'était important de continuer à solliciter son cœur, d'avoir une petite activité physique pour justement être en bonne condition physique, qui est au final, comme je disais tout à l'heure, un conseil qui est valable pour toutes les grossesses en général. Mais surtout, le fait de s'écouter, je pense que quand on a une cardiopathie congénitale et qu'on vit avec depuis des années, on sait on sait un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Est-ce que je me sens mal ou pas est-ce que je me sens plus ou moins mal que d'habitude? Moi, j'ai essayé de me faire confiance et de me dire je suis essoufflée, mais en même temps, toutes les mamans sont essoufflées. Par exemple, là, je prends l'exemple de ma deuxième grossesse. J'en ai bien discuté avec ma cardiologue. Et en effet, elle me dit de toute façon, pour la deuxième grossesse, toutes les mamans, en règle générale, sont plus fatiguées. Donc, mais en plus, ça aide d'avoir son cardiologue qui nous connaît et qui connaît parfaitement notre dossier et notre cardiopathie, de nous dire ce genre de choses assez banales, entre guillemets. Ça nous permet d'éviter un peu tout ce stress et de se dire, oui, bah, en effet, c'est vrai que je ne suis pas non plus… Alors, je suis essoufflée quand j'ai monté mes 3 étages à pied, mais en même temps, je suis essoufflée pendant 5 minutes, puis après, ça va. Donc, on arrive un petit peu à relativiser. Ensuite, elle, bien évidemment, en complément, elle va me demander de faire un holter ou quoi que ce soit pour s'assurer que tout va bien médicalement. Et elle me le dit à la fin d'avoir fait l'échographie et de se rendre compte que tout va bien. Mais c'est vrai que ça, c'est un conseil un petit peu de se dire on se connaît toujours bien soi-même. Oui, dans les examens, en effet, comme le disait tout à l'heure le docteur La Douceur, il y a l'échographie cardiaque fétale qui se fait du coup, en effet, au cours du 5e mois, au cours du 2e trimestre. Donc, ça, on ne va pas se mentir, c'est un petit moment de stress qu'on a en tant que future maman. Moi, j'avais décidé j'avais demandé à mon conjoint de m'accompagner parce qu'on ne sait jamais, mais c'est vrai que c'est important de le faire et au moins, faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que ces étapes clés sont importantes pour le déroulé de la grossesse. Donc, du coup, ensuite, en effet, donc ma grossesse, comme j'ai dit tout à l'heure, s'est super bien passée. La première grossesse s'est très, très bien passée. Elle s'est tellement bien passée que j'attendais impatiemment que le professeur obstétrique me donne un petit peu d'informations sur la fin, parce que je me disais, mince, j'arrive à la fin et je ne sais toujours pas ce qui m'attend. Et donc, du coup, en fait, la décision, elle se prend vraiment dans les dernières semaines, surtout quand ça se passe bien. Ils attendent, enfin moi ce que m'avait expliqué le professeur, c'est qu'ils attendent mieux que faire se peut. Si jamais la grossesse peut arriver naturellement, c'est toujours mieux. Donc elle m'a dit, on attend. Donc il y avait justement cet enjeu, comme le disait tout à l'heure le docteur La Douceur, la 39e semaine. Donc c'est là où elle m'a expliqué que du coup pour mon cas précis, c'était un déclenchement aux alentours de la 39e semaine. Et donc, du coup, avec un suivi, avec des électrocardiogrammes pendant toute la journée pour pouvoir suivre le rythme cardiaque avant et après l'accouchement. Qu'est-ce que je veux dire, hein?
Le jour de Je me suis perdue. Oui, et donc du coup, ça allait être un déclenchement et que j'avais un effort limité à 15 minutes. Donc, du coup, ce qui voulait dire qu'au-delà des 15 minutes, en fait, il faut vraiment se rendre compte qu'en fait, l'équipe médicale, les soignants qui sont là, la sage-femme et les soignants qui sont là, ils vont vraiment se tenir à l'indication médicale, enfin, du professeur qu'ils ont eu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dépasser les 15 minutes, même si tout va bien et que le cœur ne s'emballe pas. Ils ne vont pas dépasser. Au bout de 15 minutes, ils vont vous dire, bah voilà, si jamais au bout de 15 minutes, le bébé n'est toujours pas sorti, on devra arrêter, enfin, sauf si le bébé est en souffrance, machin, bien évidemment, mais si tout se passe bien, on arrête. Je serai obligée d'appeler l'obstétricien et du coup, on sera obligé d'utiliser des forceps ou quoi que ce soit, mais il faut que le médecin revienne. Donc, mais après, ils sont vraiment ils sont formés là-dessus. Moi, je sais que pour ma grossesse en particulier, enfin pour mon accouchement en particulier, comme tout allait bien et que le bébé descendait bien, ils ont attendu vraiment le dernier moment que le bébé descende et que la tête soit déjà là pour me dire comme ça, on y va et on favorise en fait un accouchement naturel pour que l'accouchement lui-même dure le moins de temps possible. Et ça, c'était vraiment agréable d'avoir une équipe en fait formée et qui fait le tout pour que l'accouchement se passe le plus naturellement possible. Et alors, ils ont contrôlé bien évidemment que que le bébé aille bien et qu'il ne soit pas en souffrance jusqu'à la fin. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça vraiment plaisant puisqu'ils ont, moi, j'ai eu l'impression d'avoir été écoutée parce que j'avais vraiment envie d'avoir un accouchement normal. Et en effet, après, je crois qu'ils ont préparé la table à 20h15 et à 35, mon bébé, il était là. Donc, en fait, c'était vraiment agréable de se dire, bah voilà, j'ai réussi à avoir un bébé comme tout le monde. Et c'était vraiment plaisant pour moi. Mais bon, après, il faut aussi tenir compte qu'avec d'être branché un peu partout, c'est un peu un kiki, non. On va se mentir. À la fin, au bout des 2 heures après l'accouchement, ils m'ont dit oui, ça va. Je dis oui, mais est-ce qu'on peut enlever tout ça là? Parce que franchement, c'est bon. Je suis branchée de partout depuis 8 heures ce matin. Là, il est 22 heures. Est-ce qu'on peut commencer à me libérer si tout va bien? Donc, il faut en avoir conscience. Mais bon, de toute façon, une fois que le bébé est là aussi, voilà quoi. Et à la fin, c'est devenir maman. Voilà, c'est ça. C'est ce que disait du coup le docteur Ladouceur, c'est que après, comme toutes les mamans, une fois que le bébé est là, on peut avoir tendance à s'oublier, mais en effet, il faut pas s'oublier, il faut continuer à s'écouter. Il y a un contrôle qui va être fixé par votre cardiologue à la après l'accouchement. Moi, c'était au bout de 6 mois. Enfin, oui, elle m'a vu. Enfin, il y a les quelques jours après l'accouchement où il y a un petit contrôle spécifique à la maman à la maternité. Et ensuite, c'est fixé après les 6 mois. Enfin, moi, c'était au bout de 6 mois. Et donc, du coup, tout allait bien. Et c'est là aussi, lors de ce rendez-vous-là, où j'ai posé la question sur le moyen de contraception, sur si jamais je retombais enceinte dans quelques mois, qu'est-ce que ça faisait, quoi que ce soit, pour au moins avoir tous les éléments. Donc, moi, j'avais eu l'aval. Le cardiologue m'avait dit qu'en effet, si je retombais enceinte 1 an ou un petit peu après, c'était pas très, enfin, il n'y avait pas de contre-indication à une grossesse rapprochée, vu que mon cœur avait bien supporté la première et que 6 mois après, j'allais très bien. Donc, j'ai décidé moi-même de ne pas reprendre de contraception. Donc, j'ai eu la surprise d'avoir un deuxième petit bébé 15 mois après. Mais au moins, je savais que l'important, c'était de me dire que mon cœur, j'avais eu l'aval du cardiologue pour le faire et que si jamais ça arrivait, médicalement parlant, au niveau du cœur, il n'y avait pas de problématique. Donc, voilà. Voilà mon histoire. Merci de m'avoir écoutée. Merci. Merci beaucoup. Témoignage. Ouais, c'était très chouette, Amélie. Merci, merci de partager ça avec nous parce que on voit que voilà, c'est des belles histoires. Et je rappelle que c'est un témoignage particulier, celui d'Amélie. Chaque cardiopathie, et tu l'as très justement dit, Amélie, chaque cardiopathie est différente, chaque grossesse est différente. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui vous apporter un témoignage, mais évidemment, ce n'est qu'un témoignage et qu'une histoire de vie. Et d'ailleurs, on va en écouter un autre qui est celui de Mildred. Merci Gaëlle. Bonjour à toutes alors, si j'ai bien compris.
Donc moi, c'est Mildred, j'ai 38 ans. Je suis née avec une atrésie pulmonaire à septum ouvert. J'ai été opérée à 6 jours et 2 ans pour une pose de Blalock et à 4 ans d'une cure complète. Et on verra qu'à 31 ans, j'ai eu une pose de valve, une valve pulmonaire par bioprothèse. Donc en 2008 à peu près, avec mon conjoint, on décide de fonder une famille. Donc depuis l'âge de 20 ans, j'étais suivie par le docteur Izrin à Pompidou. Et on me l'avait toujours présenté comme un docteur spécialisé dans les jeunes femmes en âge de procréer. Donc, je m'étais toujours dit que si un jour j'avais une envie de bébé, c'était la première personne à qui en parler, enfin la deuxième personne à qui en parler. Donc, je prends rendez-vous lors de mon contrôle annuel. Donc, je lui présente mon conjoint. On parle de notre projet de bébé. Donc, elle est super contente pour nous. Elle me dit qu'on va voir tout ça et tout. Alors, il faut savoir que depuis mes 4 ans, on m'avait dit que jamais plus j'aurais d'opération, que la cure complète, voilà, j'étais réparée. Et donc, jusqu'à présent, c'était juste des contrôles annuels sans potentielle autre opération. Donc, ce jour-là, le docteur Ezrin me dit que mon ventricule gauche est assez fatigué parce que depuis ma naissance, il n'a pas de valve. Donc, le sang a plus de mal à s'éjecter. Et donc, du coup, elle me dit qu'à terme, on ne sait pas quand, mais je devrais avoir la pose de valve. Donc ça a été un peu un petit choc quand même, parce que je venais pour une bonne nouvelle et je repartais avec une opération. Et donc, le tout était de savoir si j'avais besoin de cette valve pour supporter une grossesse ou si je pouvais avoir une grossesse sans valve, qui était la solution que préférait le docteur Ezrin parce que une valve par bioprothèse est facilement, c'est toujours un risque supplémentaire d'infection, de choses comme ça. Donc, l'idée, c'était que je puisse avoir ma grossesse sans valve. Donc, après toute la batterie d'examens, comme l'a expliqué le docteur Ladouceur, il s'avère que j'avais le feu vert pour tomber enceinte. Donc, ça, c'était top. Et donc, chaque année, je faisais un bilan pour voir s'il était temps de poser la valve. Enfin, il fallait trouver le bon timing entre poser la valve et tomber enceinte. Et donc, au bout de 2 ans, voilà, au bout de 2 ans, en fait, on a découvert que j'avais les ovaires polykystiques, donc je n'en avais pas tombé enceinte naturellement, entre guillemets. Donc, l'endocrinologue voulait avoir le feu vert de ma cardiologue pour pouvoir me donner un traitement. Parce qu'il y a une différence entre tomber enceinte naturellement et tomber enceinte avec une aide médicale, quoi. Donc, en janvier 2012, je rencontre le docteur Ezrin qui me dit OK, on y va pour le traitement, il n'y a pas de souci, c'est compatible avec le cœur. Donc voilà, et il s'avère qu'en fait, lors de ce rendez-vous, je ne savais pas, mais j'étais déjà enceinte. Donc, je n'avais pas besoin de traitement finalement. Donc, j'étais enceinte, j'ai appris ma grossesse en fin janvier 2012. J'ai très vite été en contact avec le professeur Salomon de la maternité de Necker, donc mon obstétricien, pour qui j'ai été suivie, qui travaillait directement avec le docteur Ezrin. Donc moi, je n'étais pas du tout à la Salpêtrière, hein, j'étais à Necker à l'époque, c'était encore Necker. Et donc, pendant tout, voilà, j'ai eu un suivi de grossesse très, très médicalisé aussi. Donc, avec les 3 rendez-vous, enfin, les 3 échographies classiques d'une grossesse. Le docteur Ezrin tous les 2 mois à peu près, et l'obstétricien tous les mois. Et à partir du 4e mois, j'ai eu des échographies du cœur pour ma fille. On a découvert que c'était une fille aussi en même temps. Et ça, j'ai une échographie du cœur tous les mois. Donc, j'ai été très, très suivie, moi, et elle a été très, très suivie également, à tel point qu'un jour, mon conjoint a quand même demandé qu'on regarde s'il y avait les 10 doigts et les 10 orteils, parce que, OK, le cœur, il allait bien, mais il fallait aussi voir
de la globalité de l'enfant. Voilà. Donc, moi, j'ai une grossesse très, très sereine parce que je savais que j'étais très bien suivie, donc je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Tout allait bien, je me suis sentie très bien. J'ai été arrêtée à 6 mois de grossesse par prévention, pas par nécessité, mais bon, on s'est dit que, enfin, le docteur Ezra pensait que voilà, le dernier trimestre, je me reposais pour faire face à tout ce qui m'attendait, n'est-ce pas? Donc, vraiment, grossesse idéale, bébé sans cardiopathie apparente. Moi, j'allais très bien. Donc, voilà, il était temps de se préparer pour l'accouchement. Alors, moi, j'aurais pu avoir un accouchement par voie basse également. J'avais le feu vert médical, en tout cas, pour avoir un accouchement à voix basse. Mais ma fille était en siège, donc à Necker, on ne se pose pas la question. Quand les enfants sont en siège, c'est une césarienne programmée pour éviter tout césarienne de dernière minute. Voilà. Donc, j'avais une césarienne programmée pour le 13 septembre 2012, donc, et donc le jeudi, enfin la veille, le 12 septembre, je rentre à Necker pour tout ce qui était monitoring enfin voilà, le monitoring pour voir si tout allait bien, dernière échographie pour voir si la petite était toujours en siège et tout ça. Et donc, on me dit que tout va bien, qu'on maintient la césarienne pour le lendemain, mais qu'en fait, il n'y a plus de place, donc je dois rentrer chez moi et revenir demain matin à 7 heures. Donc, bon, voilà, on rentre à la maison et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques heures après, j'avais bien prévenu ma fille qu'elle allait venir le 13 septembre, à minuit 15, je perds les os. Donc là, c'était un peu la panique parce que je n'avais pas vraiment eu de préparation à l'accouchement puisque suivi très médical et césarienne programmée. Donc, j'avais des questions que je ne m'étais pas vraiment posées. Et en fait, bon, une fois dans l'ambulance et arrivée à Necker, j'étais assez soulagée. Donc, en fait, j'ai accouché par césarienne en pleine nuit à midi, à 1h49, voilà, très précisément. Mon conjoint a pu assister à la césarienne avec moi. Donc, on a découvert notre enfant ensemble. Ça, c'était très chouette parce que c'était un peu mon doute face à la césarienne, c'est ce qui pouvait être là avec moi, partager ce moment ensemble. Et en fait, après, donc, moi, j'ai été endormie et recousue et on s'est retrouvés quelques heures après, tous les trois. Donc, ça, c'était super. On était ensemble dans la chambre de la maternité. Alors, le post-accouchement, la maternité, ça s'est très bien passé. L'allaitement, ça s'est très bien passé. Tous les premiers jours avec la petite et tout s'est super bien passé. On est rentré à la maison. J'avais la chance que mon conjoint ait pu prendre 1 mois de vacances puisqu'on avait la date de l'accouchement. On avait tout prévu, donc c'était super. J'étais bien épaulée. Bon, fatiguée, comme après 9 mois de grossesse et une césarienne. Et puis, comme le disait Amélie tout à l'heure, il faut s'écouter. Et ça, c'est un truc que je n'ai pas vraiment fait parce qu'on me dit je suis fatiguée, c'est normal. Je suis fatiguée, je viens d'accoucher, j'ai une césarienne en plus, donc il y a une opération, enfin, c'est autre chose. Et en fait, ma cicatrice de césarienne devenait de plus en plus rouge, de plus en plus gonflée. Et moi, je me disais que c'était normal, que je devais être en train de cicatriser. Et en fait, au bout d'1 mois, urgence, j'étais en train de faire une septicémie. Et du coup, j'ai dû être opérée en urgence à la maternité de Necker. Donc, je me suis retrouvée sans bébé au milieu de la maternité. C'était un peu bizarre. Mais bon, après, je suis rentrée, tout allait mieux, tout s'est remis. J'étais très fatiguée pendant assez longtemps, mais j'étais bien sortie d'affaire, on va dire. Et en fait, le docteur Ezra avait bien fait de ne pas poser de la valve avant cette grossesse parce que septicémie plus valve, ça aurait pu être très compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, tout va très bien. Ma fille a 9 ans. Voilà, je vous présente Ida.
Elle est passionnée de nature, de livres et de sport. Voilà, elle est en pleine forme. La question s'est posée d'une deuxième grossesse parce que j'ai été opérée. On m'a posé ma valve pulmonaire, elle avait 2 ans, donc en 2014. Là, tout s'est très bien passé, sans souci. Et en fait, quelques temps après, en 2016, le docteur Ezra m'a donné le feu vert pour une éventuelle deuxième grossesse. Elle m'a dit, vous avez jusqu'à vos 38 ans à peu près si vous désirez un deuxième enfant. On a fait le choix de n'en avoir qu'un parce qu'on avait eu assez d'émotions. Et puis voilà, tout va très bien aujourd'hui. On est très heureux tous les 3. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Mildred. On s'est posé la question récemment, c'est comment sont les bébés de ces mamans, parce qu'on se dit peut-être qu'ils ont des difficultés et tout. Et il y a une petite étude qui a été faite par une interne de Tours auquel on a participé, qui montre que ces enfants sont comme les autres. Il n'y a pas de retard, ils ne sont pas plus petits, ils n'échouent pas à l'école, ils sont normaux, quoi. Donc ça, c'est plutôt aussi encourageant. Enfin, les médecins vous ont accompagné toutes les deux pendant votre grossesse et le résultat est émouvant, quoi. On va passer à une petite phase de questions. Alors, je suis surprise, il n'y a pas tant de questions que ça sur le chat. N'hésitez pas à les poser. Il y avait une question, peut-être, Magali, à laquelle tu peux répondre. Est-ce qu'il est possible de faire une FIV ? Alors, déjà, je pense que Madame Puissant, elle a déjà un petit peu répondu, c'est-à-dire qu'il faut que le cardiologue dise qu'il n'y a pas de risque d'être enceinte pour pouvoir commencer un projet de procréation médicalement assistée, parce qu'il n'y a pas que la FIV quand on a des difficultés à avoir des enfants, qui peut être de la maman, mais aussi du papa. Donc, cette étape-là, généralement, les centres de PMA nous demandent s'il y a un risque ou pas pour rentrer dans ce projet. Ensuite, souvent, on fait des stimulations ovariennes pour pouvoir faire des ponctions d'ovaires. Et ça se fait, on injecte des grosses doses d'hormones qui sont les œstrogènes. Donc là, on donne des petites recommandations auprès de ces centres de PMA. C'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de centres qui font de la PMA. Ils n'ont pas forcément tous la même politique d'encadrement de ces gestes. Donc, c'est important qu'ils soient en contact avec le cardiologue et l'équipe d'obstétrique parce qu'il y a des risques quand on donne de trop fortes doses de stimulation, on peut décompenser certaines cardiopathies et on peut aussi fabriquer dans certains cas des caillots. Mais en tout cas, nous, on a eu une patiente qui a eu une complication alors qu'elle avait été hyper encadrée par nous et par le centre de PMA. Qui a été résolu, mais bon, voilà, c'est des choses qu'il faut faire. Enfin, on savait que cette patiente était à risque d'être dans ces stratégies thérapeutiques. Donc, c'est vraiment, il faut en discuter avec le cardiologue, c'est possible. C'est possible donc de faire une ponction d'ovocytes et puis une FIV derrière. Mais les FIV, c'est pareil quand on injecte il y a différentes stratégies parce que quand on implante plusieurs ovocytes, ça veut dire qu'on va avoir des grossesses multiples et les grossesses multiples entraînent davantage de surcharge sur le cœur. Donc tout ça doit être discuté avec l'équipe qui fait la FIV et l'équipe obstétricale et aussi le cardiologue. Donc il y a différentes stratégies pour la procréation médicalement assistée, mais c'est possible. Super, merci pour cette réponse. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En attendant, je vais pouvoir continuer à vous donner quelques informations. Donc, vous pouvez retrouver sur le site internet de Petit Cœur de Beurre une fiche d'ailleurs qu'on a fait en collaboration avec le docteur Magali Ladouceur sur devenir parent avec une cardiopathie congénitale. Donc, voilà, je vous présente un petit peu rapidement sur le site internet de Petit Cœur de Beurre. Vous avez une rubrique « Je me documente » avec les essentiels qui sont ici. Donc, vous avez tout un tas de fiches sur des problématiques diverses et variées, sur l'arythmo, par exemple, mais aussi au quotidien, par exemple, un sujet qui nous concerne tous en tant qu'adultes, le sujet des assurances emprunteurs. Vous pouvez retrouver la fiche ici, qui a été faite avec une juriste spécialisée en droit de la santé. Et vous pouvez également vous informer par thématique. Donc, par exemple, vous avez ici une thématique devenir parent avec une cardiopathie congénitale. Vous pouvez retrouver l'affiche, évidemment, mais aussi des témoignages, donc n'hésitez pas.
Ensuite, je voulais également vous montrer, tu en as un petit peu parlé, Magali, du PNDS qui est actuellement en cours. Oui, en fait, on a rédigé ce qui s'appelle un protocole national de diagnostic et de soins. En fait, c'est à destiné des médecins et généralistes, des médecins, de n'importe quel médecin. C'est en ligne, accessible via le site de l'HAS, donc c'est accès gratuit, enfin accessible à tous. Et l'idée, c'est de donner des recommandations de prise en charge des patientes qui souhaitent être enceintes ou qui sont enceintes avec une malformation cardiaque. C'est pour homogénéiser aussi nos pratiques partout sur le territoire français. Et donc, ça a été aussi grâce à l'intervention de Petit Cœur de Beurre, puisque c'est nécessaire aussi qu'il y ait une évaluation par les patients, les associations de patients, pour être sûr que ce qu'on écrit est faisable, parce qu'on peut voir des choses qui ne sont pas du tout possibles en France. Et donc, je remercie Gaëlle qui nous a aidés aussi dans cette relecture. Et il y a eu d'autres associations et plusieurs spécialistes qui ont écrit ce protocole. Voilà. Et une nouveauté, les RCP aussi de cardiogène. Donc aujourd'hui, Voilà. c'est vraiment une concertation des médecins sur certains cas. Et ça répond peut-être à une question là, qui a été posée dans le chat. Est-ce qu'il y a une interdiction totale de grossesse chez certaines patientes? Alors, nous, on n'interdit pas parce qu'on n'est pas des tortionnaires, enfin voilà. Mais il y a des grossesses qu'on déconseille réellement. Enfin, en anglais, ils disent même contre-indique. Moi, quand je parle avec les obstétriciens, ils me disent on ne contre-indique pas, mais ils ont raison en fait. Mais c'est vrai que les patientes qui ont de l'hypertension artérielle pulmonaire, je vous en ai parlé, elles ont un risque de 20% de décès quand il y a une hypertension artérielle pulmonaire associée à une malformation cardiaque. Ça a diminué un petit peu cette mortalité ces derniers temps grâce justement au réseau maladies rares en collaboration avec le réseau hypertension artérielle pulmonaire qui est aussi un réseau maladies rares. Mais c'est des grossesses très, très, très risquées. La maman, après l'accouchement, c'est surtout au moment de l'accouchement et juste après que le décès arrive, peut avoir besoin de manœuvres de réanimation extrêmement lourdes jusqu'à avoir besoin d'une transplantation cœur-poumon dans la suite de son accouchement. Donc, partir dans ce projet, elles peuvent, mais il faut qu'elles aient conscience qu'il y a un réel risque que l'évolution soit terrible. Donc, c'est vraiment après... il y a des choses que moi, après, c'est mon avis personnel à moi, quoi. Donc, ce n'est pas du tout professionnel. Je trouve que c'est beaucoup, mais après, chacun accepte le risque qu'il veut prendre. Donc, ça, c'est vraiment des grossesses contre-indiquées. Les autres contre-indiquées, c'est ce qu'on appelle... alors après, ça devient un peu technique, mais il y a des rétrécissements de valves dans le cœur et ce sont les valves du côté gauche du cœur. Donc, c'est surtout la valve mitrale. Quand elle est très rétrécie, pareil, normalement, il ne faut pas être enceinte pour les mêmes raisons que l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça se solde par des catastrophes et c'est surtout les pays en voie de développement qui ont ces cardiopathies. Donc, on a appris d'eux, mais on en a encore, nous aussi, en France, du fait des lésions résiduelles de cette valve mitrale qui a été opérée plusieurs fois et qui n'est pas guérie à l'âge adulte. Donc, c'est des cas très ponctuels, mais... ça arrive et puis il y a des grossesses après à haut risque, notamment les valves mécaniques. C'est très compliqué à régler, il faut surveiller, il faut faire des prises de sang toutes les semaines pour vérifier qu'on est bien anticoagulé. C'est des suivis mensuels, c'est des grossesses, comme je vous ai dit, il y a 4 classes, elles sont dans la classe 3. Donc quand on est dans la classe 3, eh bien, c'est un gros suivi très très régulier et quand on ne peut pas être enceinte et on demande d'avoir justement cette PMA et qu'on est dans cette classe 3, ben, c'est vraiment, faut que les parents soient très, très, très au fait de ce qui les attend. Donc, voilà. Et je pense qu'il est important de bien comprendre, et je pense qu'on l'a compris ce matin, l'enjeu de ce projet de grossesse, parce que je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup, malheureusement, de patientes qui arrivent avec un projet déjà en tête, mais sans forcément en avoir parlé, l'avoir préparé, qui arrivent en étant déjà enceinte, en allant voir leur cardiologue. Tu me parles souvent de ça. Et vous voyez comme quoi il est important de bien préparer ce projet parce que ça se prépare au niveau médical. Et mieux c'est préparé et mieux vous aurez une belle grossesse à venir. Et voilà, soyez confiants parce que souvent les patientes ont peur qu'on leur dise non, ce n'est pas possible. Oui. Et du coup, par peur, elles disent tant pis, je vais les mettre devant le fait accompli. Mais vous voyez, on va rarement vous dire non. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ce matin. Mais en tout cas, ça se prépare, ça se projette.
Et aussi, ce qui est important, j'ai Non, je juste. voulais vous dire par rapport à ce que disait Gaëlle, c'est qu'en effet, c'est exactement ça, c'est que on a tellement de questions en fait pendant la grossesse, mais qui sont liées à la grossesse, que d'avoir bien préparé son projet avec son cardiologue, en fait, c'est un souci en moins, entre guillemets. C'est en se disant, je suis suivie, j'ai mon médecin en qui j'ai confiance, qui me dit ce que je peux faire, pas faire. Ça, c'est quelque chose auquel je ne pense pas, parce que voilà, toutes les mamans pourront témoigner du fait qu'une grossesse, c'est un changement énorme dans la vie d'une femme, sur son corps. Il se passe tellement de choses de par la grossesse en elle-même, qu'en effet, médicalement, mais même en fait, au niveau du ressenti et du bien-être de la patiente, le fait d'avoir bien préparé son projet et d'être bien suivi avec quelqu'un de confiance, c'est génial. C'est vraiment... On va juste continuer avec quelques actualités, notamment sur la partie adulte. Sachez que le prochain rendez-vous InfoCœur du mois prochain traitera de la thématique de la cicatrice après une chirurgie cardiaque. Et j'en profite pour vous parler du site Ma Cicatrice, macicatrice.fr. Ma cicatrice, mon hymne à la vie, c'est une exposition itinérante qui a été inaugurée hier. Qui est actuellement dans le sud de la France. Et on cherche, donc c'est une exposition de 30 portraits. Je peux peut-être vous partager le site internet. Il est là, il n'est pas loin. Hop. Voilà, donc vous avez des portraits ici de patients, d'enfants, de tous âges et de tout type de cicatrices. Vous avez également des informations un peu plus pratiques sur le type de cicatrice. Vous avez aussi une rubrique témoignages. Donc, n'hésitez pas. Alors, il y a plein de gens qui nous disent « Ah, moi aussi, je veux bien participer au shooting. » On ne fait plus de shooting photo. On a shooté 60 personnes. Les shootings sont terminés. Mais voilà, vous pouvez découvrir des témoignages de cicatrices sur… voilà, là, c'est Jules qui nous explique un petit peu combien d'interventions il a eu et son rapport à la cicatrice. Donc, voilà, ça, c'est l'actualité du moment chez Petit Cœur de Beurre. Et puis, un rendez-vous Parlons Cœur qui a lieu tous les 15 jours en visio. Alors, les formats Parlons Cœur, ce sont des formats, des groupes de parole animés avec une thérapeute où on est maximum 10. Et souvent, on fait aussi des thématiques, par exemple, adultes. Laurence, qui est ici, par exemple, anime aussi ces rendez-vous Parlons Cœur. Donc, inscrivez-vous quand vous les voyez passer. Au niveau événementiel, ça reprend. On vous propose un concerto de piano d'Antoine Moreau à Paris le 9 novembre pour les Parisiens, au profit de Petit Cœur de Beurre et de l'association L'Envol. Et puis faites un don, évidemment, à Petit Cœur de Beurre. Ça, c'est toujours les bienvenus aussi. Voilà, moi, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues? Non, mais vous avez également les coordonnées d'Amélie et de Mildred qui sont dans le chat si vous souhaitez les retrouver. Et vous retrouvez également toutes les coordonnées de nos bénévoles sur le site internet de Petit Cœur de Beurre. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les bénévoles proches de chez vous. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on se retrouve ensemble. Cette vidéo sera disponible sur le site internet de Petit Cœur de Beurre dans la rubrique Devenir parent avec une cardiopathie congénitale. On a le projet avec le docteur Ladouceur de faire une vidéo. On aimerait bien faire une petite vidéo, hein, on en a parlé. C'est un projet qu'on aimerait bien mettre en place avec des témoignages comme là ce matin. Et des bonnes pratiques. Encore un beau projet. Merci à tout le monde. Oui, Marie-Magali. Merci. Non, je trouvais que c'était intéressant d'avoir le vécu des patientes parce que personnellement, en tant que médecin, je me rends compte que peut-être c'est plutôt pour les obstétriciens, mais toutes les questions qu'on se pose quand on est enceinte, comment est la salle d'accouchement, comment je vais pousser, est-ce que ça va faire mal, eh bien, je pense qu'on les aborde beaucoup moins parce qu'on est pris par la cardiopathie. Donc, c'est peut-être quelque chose de ce matin. Moi, j'ai appris aussi quelque chose. Je vais faire un retour auprès de mes obstétriciens pour voir s'il y a des choses qu'on peut mettre en place. Ah, super. Ouais. C'est riche dans tous les sens. Vous voyez, c'est la magie de ce type d'échange. Merci beaucoup pour votre participation à toutes les trois et merci pour la participation de tout le monde ce matin. N'hésitez pas à nous contacter. Rendez-vous pour le prochain rendez-vous InfoCœur peut-être. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.